Les grands enjeux sur SE Docteur TV, un nouveau sujet, nouvel invité. Nous sommes avec le docteur Komla Nsupwe. Il est chercheur, conseiller approche communautaire à TBF, IPPF. Docteur Nsupwe, bienvenue. Merci. Nous nous retrouvons Bonjour. encore pour parler d'un sujet très très important et qui actuellement défraie les chroniques, on va dire, au Togo et dans tous les pays en Afrique subsaharienne. Il s'agit donc des grossesses des apprenantes dans les établissements scolaires aussi, mais sur les lieux d'apprentissage. L'on pourrait se demander pourquoi tant de grossesses dans nos écoles, après tous les efforts qui ont été faits, avec vous d'ailleurs, il y a eu une étude qui a été conduite pendant 7 ans, nous en avons parlé ici sur ce plateau, avec des acteurs de l'éducation également, mais patatras, nouvelle année, et puis on repart avec des grossesses qui deviennent légion dans nos établissements. Oui, M. Kenanou, je voudrais à cette occasion vous remercier pour l'engagement de votre chaîne dans cette lutte que nous menons ensemble. C'est vrai, les grossesses des adolescentes constituent toujours une problématique sérieuse pour nous et dans tous les pays pratiquement de l'Afrique. Mais toujours est-il que nous devons continuer les actions qui se font. Et les générations aussi se renouvellent. Donc il n'y a pas lieu de penser qu'on a déjà suffisamment fait. Ce n'est pas les mêmes acteurs. Donc notre action doit être continue pour que nous inversions la tendance. Circonscrite dans le temps, non. Il faut plutôt que ce soit des approches durables qu'on met en place et qu'on fasse le suivi. Docteur Nsupwe, c'est vrai que le fait qu'on ait renvoyé les gens, le fait que le gouvernement ait réagi, mais le fait aussi que l'on apprenne que les grossesses reviennent en milieu scolaire, vous l'avez dit, les acteurs se renouvellent, les générations ne sont pas les mêmes, les jeunes filles, les jeunes garçons d'hier ne sont pas forcément ceux d'aujourd'hui, mais on se rend compte finalement que les jeunes ont décidé de raccourcir la vie, de raccourcir les choses, de prendre des responsabilités plutôt, peut-être par insouciance, peut-être par excès. Oui, Ken, ce que nous avions vu montre à suffisance que les uns les autres savent qu'il y a un problème et cherchent même des solutions, pensent à des solutions. Le changement commence par la prise de conscience. Lorsque vous êtes d'accord que ce qui se passe n'est pas bien et qu'on doit changer, c'est le premier pas. C'est ça. Maintenant, comment allons-nous changer? La grossesse, c'est un fait social. Et tout fait social a plusieurs bases. Dans ces bases, il y a des aspects économiques, il y a des aspects éducatifs, il y a des aspects juridiques, il y a des aspects politiques. Et c'est l'ensemble de ces bases qu'il faut considérer. Et des solutions doivent venir de toutes ces bases-là pour que le problème social soit réglé. Les sanctions évoquées constituent un aspect des solutions à apporter. Les avis peuvent être divergents, mais toujours est-il que les sanctions font partie, n'est-ce pas, des solutions qui peuvent amener les individus à un moment donné à prendre conscience, à travailler pour s'améliorer et améliorer la situation négative que nous avons. C'est ce que je pourrais dire sur cet élément. Maintenant, les grossesses qui surgissent, non, moi je peux dire ici avec conviction et à la base des chiffres que le pays a amorcé une tendance décroissante. Autour des années 2017, 2016, 2017 et 2017-2018, le système éducatif togolais a enregistré dans les établissements primaires et secondaires respectivement 3005 grossesses et 3343 cas en 2016, 2017 et 2017-2018. Donc, ce qui voudrait dire qu'à un moment donné,
l'effectif culminait autour de 3000 cas. Oui. Mais à partir de 2018, l'année 2018, nous avions amorcé la décroissance. C'est ça. Et en 2018-2019, le système éducatif a enregistré 2990 cas de grossesse en milieu scolaire. En 2019-2020, l'effectif est de 2298. Et en 2020-2021, l'effectif est remonté à 2407 cas. En 2021-2022, l'effectif des grossesses en milieu scolaire recensé était de 2474. En 2022-2023, l'effectif enregistré de 2499. Et l'année passée, c'est-à-dire au cours de l'année 2023-2024 passée, Oui. l'effectif est descendu en bas de 2000. 1883 cas. Ce sont des chiffres que tout le monde peut consulter auprès de l'OMS aujourd'hui sur le Togo. C'est-à-dire que le phénomène, à notre avis, connaît maintenant une décroissance. Et c'est le moment de renforcer toutes les actions possibles pour que nous arrivions à 0 cas de grossesse. C'est possible parce que nous avions des preuves que dans certains établissements, dans certains lieux d'apprentissage, l'on avait enregistré aucune grossesse durant des années antérieures. Oui, il faut que les autres prennent le pas. C'est vrai que vous avez conduit un projet à fait dénommé Recherche-Action Approche communautaire, justement pour la prévention des grossesses précoces en milieu scolaire. On aura le temps d'en parler. Justement. Parmi les approches, on a vu quand même des établissements, je me permets de dénoncer déjà à faire la chose. Ketao est arrivé à 0 cas et a même eu un trophée. C'est des choses que nous savons, qui ont été documentées. Donc aujourd'hui, en tant qu'approche à répliquer, ce n'est pas du tout difficile d'y arriver. Mais ça reste quand même important quand on va dire qu'au cours d'une année scolaire, on a enregistré sur un territoire tel que le nôtre, avec la population que nous avons, que nous connaissons, près de 2000 grossesses chez les apprenantes. Ça reste quand même important. Absolument. Et inquiétant. Oui. Inquiétant. Parce que les 2000 filles dont nous parlons, elles quittent les écoles. Hein. C'est vrai que certaines restent. Mais tout le monde consciemment sait que les grossesses sur les jeunes filles de 10, 11 ans, 12 ans, 13 ans, jusqu'à 18, 19 ans, n'est pas une bonne chose. L'actualité, c'est vrai, on dit que 43 ont quitté. Non, 43 par rapport à 2000 qui quittent peut-être, 1500, 1000 qui quittent. Oui. C'est qu'il y a un problème. Tout à fait. Et nous devons chercher par tous les moyens à arriver au bout de ce phénomène. Alors, vous qui travaillez au sein des communautés, votre expertise peut être utile pour les gens. Comment expliquer quand même une telle situation? Est-ce que justement c'est parce que dans nos mœurs, il y a certains facteurs que nous n'avons pas pu jusqu'à aujourd'hui, disons, remodeler, sur lesquels nous n'avons pas pu sérieusement travailler, qui expliquent justement que ce fait social-là soit, on va dire, peut-être instauré en norme chez certaines de nos apprenantes? Ken, j'avoue avec l'expérience de la recherche-action que nous avons conduite, que nous avons un mal dans nos pays, pas seulement au Togo, tout à fait, en Afrique de façon générale, parce qu'étant colonisés, nous sommes arrivés à un point où nous importons toutes les solutions. Or, nos problèmes sont des problèmes locaux, peut-être ayant des bases sur nos traditions, nos cultures, nos façons de nous comporter chaque jour. Qui sont ancrés dans nos gènes. Voilà. Et par conséquent, les solutions à apporter à nos problèmes ne peuvent pas être identiques aux solutions qu'on expérimente, par exemple, au Canada ou bien en Angleterre.
ou bien en Inde. Il faut contextualiser. Mais nous sommes arrivés à cette situation par inadvertance et inconsciemment. Nous prenons des modèles d'ailleurs que nous voulons implémenter chez nous. Ah, puisque la main qui donne a du poids, et donc quelque part, celui qui donne vous dit, voilà, c'est la solution que je voudrais que vous implémentiez. On est obligé parfois, demandeurs que nous sommes, d'accepter. Je pense que justement, c'est cette position de demandeur ou d'assistant ou d'assistant que nous développons, oui, d'assister, que nous devons abandonner pour réfléchir par nous-mêmes, pour nous interroger et définir les voies que nous allons prendre. Et ce qui peut nous permettre d'y arriver, c'est une recherche-action sur nous-mêmes, notre société. Vous savez, pendant longtemps, nous avons travaillé sur les questions des grossesses des adolescentes, inconsciemment ou non, en pensant que c'est quelque chose que les infirmiers, les assistants médicaux, les médecins et dans une moindre mesure les enseignants doivent régler à notre place. Oui. Alors quand vous dites à notre place, nous en tant que parents, nous en tant que tuteur, mais aussi en tant que communauté. C'est justement à ce niveau que nous devons travailler maintenant. En prenant nos jeunes filles, nos jeunes sœurs, nos jeunes garçons, ils sont sortis d'une communauté. Qu'est-ce que la communauté pense à propos de la virilité d'un garçon, par exemple? Qu'est-ce que la communauté pense ou bien fait pour l'entrée en vie sexuelle d'un adolescent? Quels sont les mécanismes qui sont dans ces communautés qui protègent les jeunes contre les grossesses précoces ou la paternité précoce? Souvent, nous ne nous posons pas ces questions. Nous travaillons à partir des éléments venus de l'extérieur ou bien que nous définissons peut-être dans nos bureaux. La recherche-action permet justement de savoir que le phénomène de grossesse se pose à nous tous, mais de manière différente, d'une zone à une autre. Selon les communautés. Selon les communautés. Et donc, en interrogeant les communautés, nous trouvons des bases sur lesquelles nous pouvons agir. Alors, ce que vous dites concrètement, c'est que si on va chez telle communauté, je prends n'importe laquelle, on a les Ngaga par exemple, on arrive chez eux, on demande chez vous ici. Alors, quand la jeune fille arrive, elle devient pubère, voilà. Qu'est-ce qui existe chez vous comme peut-être un rite, comme, je ne sais pas, mesure pour l'accompagner à comprendre qu'elle franchit une nouvelle étape? Comment est-ce que c'est inculqué à la jeune fille et qu'est-ce qui lui passe par la tête en ce moment? Et le jeune garçon à côté, qu'est-ce qu'il pense de cette nouvelle étape quand elle voit sa jeune sœur ou alors la fille du voisin en train de passer le cap? Oui. Je disais justement dans ce sens que chaque communauté avait des mécanismes. C'est ça. Ces mécanismes, malheureusement, ont été soit combattus, délaissés, oubliés, ce qui fait que les communautés deviennent un peu spectateurs, bien spectatrices de la situation. C'est-à-dire, puisque vous avez dit pour nous, ça ne sert pas, faites pour vous. Voilà. Et lorsque nous n'allons pas réveiller ces communautés pour qu'elles réactionnent, ces mécanismes qui sont parfois très positifs, nous pouvons tout faire, mais nous n'arriverons pas à bout. Je vais vous donner l'exemple de quelques communautés au Togo, où nous sommes ici. Vous savez, en abordant les questions des grossesses précoces, des apprenants, surtout des élèves en milieu scolaire, avec la communauté Naoudem, dans la commune de Kéran, à Nadoba, nous nous étions rendus compte qu'il y avait deux rites dans cette localité, Difouani et Dikoutri. Lorsque les jeunes n'ont pas encore passé ces rites,
il est plus ou moins admis dans la conscience collective que ce jeune, entre guillemets, on ne la courtise pas, on ne la marie pas, bon, on ne l'engrosse pas, on ne fait pas des rapports sexuels avec lui. Et donc, lorsque cette jeune fille passe ce rite, c'est comme un quitus qui lui est donné, qui dit aujourd'hui que voilà, tu es devenu mature, et que tu as changé de classe, tu peux prendre des décisions. Et c'était prouvé que c'est justement au lendemain des rites et initiations que beaucoup de filles, consciemment ou inconsciemment, sont poussées au rapport sexuel, sont poussées dans le mariage précoce. C'est-à-dire que cette tentation qui était tue, finalement, trouve la voie libre. Justement. Et s'exprime. Justement. Maintenant, nous avions interrogé les prêtres de ces localités sur comment ils se prenaient avant. Vous voulez parler des prêtres coutumiers? Des prêtres coutumiers. Parce que, qu'on veuille ou pas, nos traditions, nos rites, nos cultures, nos initiations, tout cet ensemble continue pas à vivre. Bien sûr. Comment vous vous preniez avant? Et ils nous disent, avant, les initiations se faisaient autour de 20 ans, 25 ans. Et comme dans la conscience collective, l'on sait que sans initiation, sans avoir passé les rites et initiations, vous ne pouvez pas contracter des relations sexuelles, vous ne pouvez pas peut-être vous marier. Parce que de toute façon, il y a l'épée de Damoclès. Absolument, que la société a sur vous. Voilà. Et on vous dit les divinités, si vous le faites, vous êtes exposé à tant. Et tout le monde vous observe. Oui. Avec la modernité, inconsciemment ou non, on a commencé par initier ou bien on a commencé par faire ces rites-là aux jeunes filles qui ne sont pas encore pubères, etc. On a faussé. Et justement, c'est au cours de ce processus de socialisation. Parce que c'est les rites et initiations, tout ce que nous faisons dans nos cultures-là, c'est un processus de socialisation. Oui, c'est-à-dire c'est au cours de ce processus. Cet individu, à présent, est admis par la communauté comme étant responsable ou étant de cette nouvelle catégorie au sein donc de la société. Et en ce moment, on lui confère un certain nombre de responsabilités, un certain nombre aussi de choix, mais en même temps de devoirs également. Justement, c'est au cours de ce processus que l'éducation informelle, que nous qualifions d'informelle aussi aujourd'hui, se concrétise en milieu communautaire. Tu es de cette communauté. Comment on se compte dans cette communauté? Quelles sont les choses que tu dois éviter? Qu'est-ce qui fait notre identité? Mais aujourd'hui, ces mécanismes sont oubliés parce que nous courons vers une modernité. Mais les règles de la modernité aussi, nous ne les utilisons pas. Quand nous prenons, ça c'est dans nos traditions, certains vont dire non, écoute, ça c'est la tradition, ce sont les rites. Quand nous prenons même nos religions, la plupart des religions, il y a des mécanismes de prévention au sein des enseignements religieux. Mais souvent aussi, nous ne les appliquons pas. Mais tous ces éléments déterminent l'individu. Maintenant vient l'approche moderne juridique. Il y a des documents de loi qui prennent en compte également le phénomène. Et aujourd'hui, c'est comment amener ces différentes sources à apporter leur contribution. J'étais sur Nadoba. Quand nous avons travaillé avec la communauté, les prêtres sont arrivés à revoir leurs rites et initiations. Ils ont remonté l'âge d'initiation. Ils se sont constitués en comité de veille, de protection des jeunes. Ce n'est pas seulement des jeunes filles. Et lorsque ce dispositif a été réveillé, je vous assure que même si dans cette communauté on n'est plus à 0 cas aujourd'hui, il y a une réduction drastique des cas de grossesse des adolescents. Et il y a un retour aussi dans la conscience collective du fait que il y a quelque chose qui ne se fait pas avant un certain âge. Justement.
Et c'est ça que nous devons appliquer également dans la modernité. Et qu'on vous a à l'œil. Justement. Parce que aujourd'hui, on a tendance à faire croire, ou bien, c'est ça, je le dis comme ça, on a tendance à faire croire aux jeunes, ou bien à nos enfants, que, écoutez, tout vous est permis. Les jeunes, ou bien nous ne voulons plus avoir des limites. Alors que dans une communauté, il y a des normes que vous ne devez pas outrepasser si vous êtes membre de cette communauté. La liberté ne veut pas dire le désordre, la liberté ne veut pas dire libertinage, comme on le dit souvent. Mais nous sommes là à faire cette confusion. Et les jeunes ont décidé de raccourcir les choses. Nous devons les aider à ne pas les raccourcir. Parce qu'avant encore parler du sexe, il fallait voir toutes les gymnastiques. On a même trouvé des mots pour désigner le sexe dans nos communautés, où ça ne s'appelait pas directement sexe. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais maman, il y a des termes. Non, il y a toujours des termes. Voilà, des vocables. Des termes. Et vous savez, quand il y a quelque chose qu'on n'appelle pas souvent de son nom, l'élément cache quelque chose de mystérieux. Tout à fait. Mais les gens disent au contraire, là où, en fait, je pense que nous avons mélangé les choses, c'est cette hypocrisie qu'on prête au fait qu'on ne veut pas dire les choses et que derrière, on aurait peut-être plus gardé ce spectre-là, mystérieux-là, que vous êtes en train d'évoquer, pour, même si ce n'est pas pour faire peur, la chose qui paraît étrange, qui paraît inconnue, de toute façon, on en prend garde. Oui, c'est vrai. Mais il y a un mais. C'est-à-dire, lorsque vous grandissez, votre connaissance peut-être grandit aussi. Vos expériences. Vous avez plus de la maturité pour apprécier certaines situations. C'est pourquoi on peut toujours parler, pas on peut, on doit toujours parler de la sexualité avec un individu. Mais selon son âge, selon son niveau de croissance. Alors, selon qu'il est pubère, qu'il est pu, afin qu'il arrive à l'adolescence, ce qu'on lui dit du sexe, c'est bien précis. Absolument. C'est bien précis parce que lui-même sent, l'enfant, le jeune sent déjà qu'il y a un certain nombre de changements. Et il faut quand même que quelqu'un lui explique ou lui en parle. Maintenant, comment lui en parler pour mieux l'orienter? C'est ça aussi qu'il faut apprendre. Donc c'est un encadrement continu, comme vous dites, qui commence où on suit le jeune. On doit suivre le jeune dans nos communautés, au fil et à travers les âges, en étant là pour répondre à toutes les interrogations qui commencent par se poser à lui, par rapport au changement qu'il vit de lui. Absolument. Il faut que quelqu'un soit là pour répondre. Et la première personne qui doit être là, c'est le parent. Paradoxalement, c'est le parent. Le parent est absent le plus souvent. Oui, c'est vrai que le parent est absent. Mais le parent a l'obligation d'être de plus en plus présent. Et vous savez, moi je dis que ce n'est pas seulement la présence physique qui peut éduquer. La présence physique est importante. Mais peut-être vous êtes dans une fonction qui ne vous permet pas d'être régulier avec vos enfants. Par exemple, vous êtes un expatrié. Vous n'avez pas la famille peut-être avec vous. Peut-être chaque semaine, vous pouvez appeler votre enfant, discuter avec lui au téléphone, échanger, prendre le temps. Vous n'êtes pas là physiquement, mais vous pouvez essayer quelque chose. Maintenant que vous êtes là, c'est à partir des faits qu'on instruit plus les enfants. Tout à fait. C'est-à-dire, un fait qui s'est posé, tu prends le fait et puis tu l'interroges. Et en étant un bon exemple soi-même. Justement. Ça, c'est important. Si vous incarnez l'exemple vivant pour votre enfant, votre entourage, vous avez la chance que beaucoup de jeunes, beaucoup de vos enfants vous copient. Ça, c'est clair. Alors justement, on ne va pas peut-être incriminer les gens, mais on est en droit de demander à qui la faute. Non, la faute est partagée. Parce que l'enfant qui naît, excusez-moi le terme, est pur.
Maintenant, c'est à nous, les parents, les éducateurs, la société, de le conduire à garder cette pureté, de lui donner des valeurs, des principes, de lui faire acquérir des normes pour se cultiver positivement. Mais lorsque nous ne le faisons pas, l'enfant va dévier. C'est-à-dire qu'on lui donne tous les armes nécessaires pour qu'il puisse faire de bons choix au bon moment. C'est ce que vous êtes en train de dire. Développer à l'amont Voilà, un bon comportement tout à fait. à chaque étape. Voilà. Et lorsqu'il est éclairé, il va faire toujours de bons choix. Alors, c'est justement sur cet aspect que nous avons échoué, comme vous le dites, le parent étant peut-être absent ou n'incarnant pas le bon exemple, et l'éducateur aussi qui se retrouve finalement auteur. Parce que je voudrais qu'on aborde cette question. Aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes ne sont pas allés apprendre ça ailleurs. Ils ont vu faire. Et on se rend compte même que parmi ces apprenantes, il y a des adultes. Il y a même des enseignants qui sont auteurs de ces grossesses. Ça veut dire qu'en fait, le phénomène est plus lourd et plus grave qu'on imagine. Ce qui est intéressant pour apporter vraiment Oui, des solutions à ce qui est grave et lourd, oui, il faut prendre des mesures rigoureuses absolument. et les appliquer sans faille. C'est ce qui nous manque. Oui. Si nous arrivons à cette étape, nous allons gagner. Et ce qui est malheureux à notre époque, nous avons tendance, ou certains individus ont tendance de faire croire à la génération qui nous suit, à nos enfants, qu'il n'y a plus la punition. C'est dramatique. Très dramatique. Dramatique ce que cela peut. Je vais vous donner 2 exemples. J'ai été dans la communauté de Kovié. Vous pouvez aller vérifier. Au Togo ici, sur Togo. Où le chef de village, je peux même donner son nom pour ceux qui veulent vérifier, est allé dans un établissement, sensibiliser, appuyer les enseignants. Vous savez ce qui s'est passé? Non. Un élève arrogant a formulé les coups de poing et cherchait à frapper le chef. Ah, Pour le simple fait que le chef s'est introduit légalement, oui. pour leur parler, les conseiller. Quand j'ai été dans cette chefferie et j'ai eu l'information, moi j'ai demandé, si je peux le dire comme ça, au chef canton et au chef de ramener l'enfant à la chefferie, de l'interroger. S'il manifeste un peu de remords par rapport à son comportement, on lui diminue un peu la punition. Mais si ce n'est pas le cas, de punir sévèrement l'enfant là. Parce qu'un enfant qui monte les coups de poing contre un chef traditionnel, qui rentre dans un établissement pour leur parler, pour qu'ils changent de comportement. D'un phénomène qui compromet leur avenir d'ailleurs. Parce que l'enfant là dans sa tête que non, on ne punit plus. Oui. C'est-à-dire tout est permis. Et malheureusement, il y a certaines tendances de personnes qui veulent mettre ça dans la tête de la jeunesse. C'est dangereux. Il faut qu'il abandonne cette piste. Il n'y a aucun mécanisme d'éducation. Il n'y a aucun mécanisme de socialisation qui exclut la punition. Maintenant, il y a des questions. Oui, quel type de punition on va donner? Quel type de punition on va donner? Bien sûr, les punitions doivent varier. Mais mettons dans nos têtes que la sanction doit exister. Mais la preuve des auteurs, des apprenants ont été renvoyés des établissements scolaires. Oui, justement. Et justement, nous allons venir à ce point. Oui. Je donne un deuxième exemple. Dans la communauté de Kolidé, dans l'Est Mono, où à 8h, 7h45, 8h, moi j'avais déjà quitté une ville lointaine pour arriver dans un établissement. Et c'est en ce moment que les élèves qui sont en retard marchaient à pas de sénateur, comme nous le disons. Oui. Ils causaient, ils sont sur la voie. Et quand je suis rentré dans l'établissement, j'ai salué
évidemment, les enseignants. Je les ai encouragés pour le travail éducatif qu'ils font. Pourquoi les élèves ne sont pas rentrés et il y a un bon nombre qui sont sur la voie comme ça? Peinard. Vous savez ce que quelqu'un m'a répondu? Non. Que oui, c'est ce que nous avons créé. Le droit des enfants. L'enfant n'a plus de limites. Oui. L'enfant peut venir. Et je lui ai posé la question, qui a créé ça? Ou c'est lui qui pense dans sa tête que c'est parce qu'il ne punit plus, on dit de ne plus punir. Qui est le on? Qui est le on qui a dit de ne plus punir et de laisser les enfants à la merci pour développer n'importe quel comportement? J'étais resté là-bas, les enfants sont venus et je les ai appelés. Les amis, venez. Vous savez que vous êtes en retard? Oui, monsieur. Et pourquoi vous traîniez sur la voie? Ils ne répondaient pas. Agenouillez-vous là-bas. Je suis resté là-bas pendant une bonne dizaine de minutes. J'ai dit, la prochaine fois quand je viens dans cette localité et vous êtes en retard, vous reproduisez les mêmes comportements, je vous passerai au bâton. Parce que ce comportement ne peut pas faire de vous un bon citoyen demain. Alors, il y a une règle qui interdit le bâton. Et Ken, c'est vrai. Oui. Sur les médias comme ça, ou sur nous sommes pressés de dire qu'il y a des règles qui interdisent le bâton. Dans votre conscience, à mes consciences, est-ce que nous n'allons pas punir les enfants s'ils dépassent les limites? Alors ça, il y a les règles et les bâtons. Il y a l'interdiction. Oui. Mais qui a interdit? Ken, nous n'allons pas rentrer dans ces débats. Là où on a déjà interdit toute forme de punition, les règles bâtons, allons, considérons l'évolution actuelle de ces sociétés. Par rapport à ce que, pour voir les résultats. Oui. Un enfant qui arrive à l'école fusille tous ses collègues. On le prend souriant, qu'on veut le mettre, et qu'il est déséquilibré. Ou bien, mais non, les exemples nous apprennent. Ken, dans ma forte conviction, je vous dis que moi, c'est l'homme, je n'ai pas abandonné le bâton. Si j'éduque mes enfants, je ne tape pas les enfants, mais si j'éduque à un point où il fallait faire intervenir. Alors, j'en souris parce que pour conforter le développement que vous faites, c'est vrai que ceux qui décident, qui prennent les décisions, nous n'allons pas peut-être les juger, mais nous allons nous poser la question de savoir qu'est-ce qui motive en fait certaines décisions. Est-ce que les décisions sont motivées par, on va dire, des recherches approfondies comme les recherches-actions que vous avez conduites? C'est pour ça justement que vous êtes sur ce plateau, parce qu'au moins il y a une expérience qui est vivante, qui a donné des preuves. Vous avez bouclé la dernière fois, nous tous on était là, on a suivi les rapports, et l'on est en droit de vous demander même, c'est fini? Parce que ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, si de bonnes initiatives comme ça ne font pas cours et ne sont pas pérennisées, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, je suis allé dans un établissement, moi, pour une réunion des parents d'élèves. C'est là où mes enfants sont à l'école. Et justement, dans les discussions, il y a cette question qui revient tout le temps, de dire que c'est le fait qu'on a interdit la punition, on va le dire comme ça, que les enfants sont devenus plus rebelles, plus récalcitrants. Alors, on a donné un exemple. Qu'un jeune garçon a fait pratiquement le même type de comportement, a agressé un enseignant, et on a pris une décision drastique contre l'enfant. Mais quand sa maman est venue, sa maman a dit, moi je connais telle autorité, de toute façon le bâton est interdit. Effectivement, quand elle est allée se plaindre, cet enfant est revenu, il est rentré en classe normalement, et ses camarades ont applaudi, ils l'ont accueilli en héros. Ken. Voilà où nous en sommes. Ce sont des faits qu'on énonce qui aggravent la situation. C'est vrai, on va y revenir encore, on en parlera, parce que si on ne le fait pas, tout ce qui a été fait jusqu'ici pour arriver à environ 2000 cas, partant de près de 4000 cas, c'est que demain, qu'on ne s'étonne pas de se retrouver avec 7000 cas dans nos établissements. Et là, pire encore, qu'on ne s'étonne pas que les enfants deviennent maîtres du jeu totalement. Ils le sont déjà de toute façon. Ken, c'est vrai que nous interprétons négativement. Il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Oui. Je ne suis pas juriste, mais tout juriste va vous le dire. Vous n'êtes pas juriste, vous, mais en tant que parent, quand vous quittez la maison, l'une des consignes que nous donnons aux grands frères ou à la grande sœur, il ne faut pas frapper tes petits frères. Oui.
faut pas frapper tes petites sœurs. Faut leur quand ils parler. ont fait quelque chose, quand c'est grave, attends. Hein? Est-ce que nous ne donnons pas ces consignes dans nos maisons? Mais bien sûr, absolument. Je me dis que c'est les mêmes consignes que l'autorité donne. Mais est-ce à dire que si nous donnons ces consignes dans nos maisons, avant de revenir, il n'arrive pas qu'on tape quelqu'un? Mais bien sûr. Il arrive qu'on tape quelqu'un parce qu'il a outrepassé, il a dépassé les limites. Et même si on ne le tapait pas, si vous-même vous êtes revenu, c'est la pire des corrections qu'il aura. Mais bien sûr. Et l'éducation communautaire qu'on a en Afrique et que nous avons délaissée, c'est que je peux corriger ton enfant, que tu sois là ou que tu sois absent. Oui, ça revient plus souvent. Que tu sois... L'enfant appartient à tout le village, Oui. pas seulement qu'à la famille. Mais où avons-nous laissé tout ça aujourd'hui? La personne vient et puis dit que il faut qu'il rentre. Certains exploitent très négativement les bonnes dispositions, à notre avis, Alors, de l'autorité. Non, je voudrais rester... Est-ce que quelque part les dispositions aussi ne manquent pas d'être accompagnées de pédagogie? Oui, non, nous pouvons donner notre appréciation. Oui. Mais vous savez, la pédagogie de celui qui a pris les dispositions n'est pas votre pédagogie. Oui. Il peut vous expliquer. J'avais donné un exemple très simple. Monsieur Ken, depuis quand tu as quitté la maison et tu as dit à tes grands garçons, quand je quitte là, il faut battre les petits. Si quelqu'un, il faut le gifler. Non, tu ne peux jamais lui dire ça. Jamais. Mais reviens à la maison pour qu'on dise que ton enfant est parti voler. Ou, c'est pas, a pris le coucou pour eux et on l'a arrêté. Et personne n'a eu même l'aimabilité de lui tirer l'oreille. Tu seras content? Mais demain, c'est toi-même que l'enfant là va décapiter. Oui. Ce n'est pas possible. Donc, c'est vrai. Ce que vous dites, je vais donner l'exemple d'une troisième communauté. Oui. C'est la communauté de Zafi. Zafi dans le Yoton. Oui. J'étais allé dans cette communauté parce qu'il y avait plein de grossesses dans leur collège. Et j'étais informé. Donc, j'avais demandé, on a souhaité. On a demandé au chef canton, au chef du village, de rassembler les leaders, les femmes, les hommes de la communauté. Et justement, quand je leur ai posé la question, ils ont dit que c'est parce que nous avons développé cette approche de on ne punit plus les enfants, Oui. que les enfants font ce qu'ils veulent, ils n'arrivent pas à le faire. Je leur ai posé 2 questions que je peux vous reposer. Oui. Je leur ai posé la question. Question 1. Qui d'entre vous ici a constaté que son enfant garçon est rentré à 2 heures du matin, a escaladé les murs pour venir dormir? Il a interrogé, il n'a pas répondu correctement. Il a puni. Et le lendemain, la police est venue le chercher parce qu'il a puni son enfant. Qui d'entre eux? Ils ont dit personne. Est-ce qu'il connaît quelqu'un qui a corrigé son enfant parce qu'il a posé un acte déplacé et l'autorité est venue le frapper et l'a emprisonné? Ici, ils ont dit il n'y a personne. Qui leur a dit explicitement qu'on ne doit plus punir les enfants? Que non, on dit ça sur les radios, on dit ça. Qui a dit? Vous pouvez me donner le nom? Ils n'ont pas dit non. Nous jouons avec l'avenir de nos enfants. Absolument. Et ce n'est pas permis. Si nous ne nous reprenons pas, je crains ce que les enfants vont faire avec nous demain. Aucun enfant ne doit être au-dessus de la loi. Absolument. Aucun enfant ne doit chercher à défier les normes de la communauté. Mais c'est ce qu'on vit. Moi, je dors, toi, tu reviens à 2 heures du matin. Tu es l'enfant de qui? Si on n'en est pas encore là où les autres sociétés, comme vous l'avez dit, ayant expérimenté quelque chose et que les exemples ne nous servent pas, si on n'en est pas encore un enfant qui rentre dans l'établissement, qui poignarde tout le monde, qui tire sur tout le monde, ce que vous êtes en train de dire, ça craint de toute façon avec ce qu'on vit. Quand vous entendez les exemples que les gens donnent dans les établissements scolaires de certains enfants, on a même des cas aujourd'hui où c'est la drogue qui circule un peu partout. Et devant ça, vous voulez que nous nous taisons? En tout cas, moi, je ne vais pas me taire. Parce que c'est aujourd'hui que nous allons faire le maximum. Pas moi seul. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Bien sûr, vous êtes avec moi, je crois. Absolument. Et beaucoup de personnes sont convaincues de ce que nous disons. C'est pour cela que vous êtes ici. Justement. Et vous n'êtes pas le seul. L'approche que vous avez expérimentée, c'est vrai que nous l'avons suivie de très près. Et d'ailleurs, M-Afrique, qui est la mère de cette télévision, est en train d'expérimenter beaucoup de choses, puisque en fait, M-Afrique
c'est à la fois aussi pour la santé et l'éducation. Justement. Cette association-là, les gens oublient souvent l'aspect éducatif donc évoqué par rapport à cette association. On pense souvent juste, on ne pense seulement qu'aux opérations foraines. Il y a une approche qui est en cours. Ce sont les clubs de santé aujourd'hui, qui est un programme d'excellence en milieu scolaire, qui vise notamment à mobiliser les apprenants autour de l'éducation, mais la santé aussi, et surtout, on va dire, la culture citoyenne, pour, comme ces clubs de pairs dans les établissements qu'on a. Voilà des plateformes quand même qui peuvent permettre d'aller vers une sorte de dialogue entre apprenants et peut-être quelque part voir les enseignants faire une sorte de médiation. Parce que de toute façon, si on ne va pas vers le dialogue, il y a dans d'autres communautés où on a expérimenté aussi le dialogue communautaire, où on a la génération des parents qui est là et les jeunes, où on se parle à cœur ouvert, on se dit les choses. Je pense que pour aller vers les approches, voilà ce que je voulais énoncer. Vous avez fait quelque chose qui est arrivé à 0 grossesse. Cette expérience, comment est-ce que ça a été vécu aujourd'hui? Est-ce que l'adhésion, elle est permanente? Les gens l'ont intégrée Ken, dans la conscience collective? Je vous remercie. Je voudrais vous annoncer une très bonne nouvelle encore. Ce n'est pas seulement à Ketao. Oui, l'exploit de Ketao date de 2021. Oui. Au cours de l'année 2023-2024, je vous donne une nouvelle localité, c'est Barkwasi, pour ceux qui connaissent bien le Togo. Oui. L'approche multisectorielle que nous avons développée à la suite de la recherche-action, avec l'engagement des acteurs de cette localité, le collège de Barkwasi, c'est-à-dire les chefs cantons, voilà, les prêtres coutumiers, les maires, les parents, voilà, les députés même qui les sont de la élèves, localité. les députés. Oui. Parce que vous savez, le problème éducatif que nous avons à ce niveau, c'est quelque chose que tout le monde... On n'oublie pas les forces de l'ordre aussi, justement, qui sont donc associées, oui. En 2020-2021, oui, le collège de Ketao, mes amis Soufré, a enregistré 36 cas de grossesse des jeunes filles, 36 jeunes filles qui sont enceintes au cours de la seule année scolaire. oui. Quand nous avons commencé par traverser cette communauté, les acteurs, les différents acteurs que vous avez cités, oui. les acteurs du système éducatif, les acteurs du système judiciaire, les acteurs du système de la santé, les collectivités locales, les maires, les jeunes eux-mêmes, les parents ont pris conscience au cours de l'année scolaire 2023-2024, ce collège est arrivé à 0 cas de grossesse. Tout le monde peut aller vérifier à Barkwasi. Et avec surtout l'intégration, l'implication, la forte implication des élèves eux-mêmes. Des élèves eux-mêmes. Ayant compris. Mais notamment les forces endogènes. Vous savez, nous circulons, mais chacun garde toujours les bases culturelles. Tout à fait. Les bases sociales qu'il a. On fait semblant parfois en ville. Mais il y a des choses qui sont en nous, qui nous suivent, que nous devons considérer. De toute façon, quand on est perdu, vous avez des cas où les gens souffrent des maladies peut-être incurables. Quand on a fait le tour des hôpitaux, ce qu'on vous dit le plus souvent, retournez au village. Et dans la plupart des cas, les gens retournent au village, ils vous reviennent totalement transformés. Oui, ça peut être le cas, parce que l'une des choses les plus graves qui puissent arriver à un individu... Alors, c'est ce que nous avons observé. Oui, on a des cas. Oui, je suis d'accord, parce que lorsque nous parlons de la santé... Et vous discutez avec des médecins, ils vous rapportent même des cas, mais ce monsieur, quand il est revenu, je ne l'ai plus reconnu, mais je ne sais pas comment il a fait. Je suis d'accord, parce que quand on parle de la santé n'est pas seulement d'ordre médical. On a encore 1 minute pour finir, mais on aura le temps de revenir sur ce sujet, parce Bien que sûr. de toute façon, ça reste un sujet important, un sujet de l'actualité. Mais j'aime bien la façon dont vous appréhendez les choses par rapport justement à l'approche. De toute façon, c'est de bonne guerre, parce que vous avez conduit une recherche, vous avez fait un travail sur le terrain. Alors, pour finir peut-être cette première partie, parce que je le dis, nous allons revenir. Si aujourd'hui, il y a un message à envoyer, parce que de toute façon, il y a une situation qui est là.
qui est en train peut-être de partir un peu dans tous les sens, où les gens disent ce qu'ils veulent. Certains ont décrié la décision qui a été prise. Certains déjà touchent du doigt la règle qui demande qu'on ne punisse plus. Il y a tout ça là hein, qui fait un sujet. Aujourd'hui, en 2 mots, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? Vous savez, c'est une question qui se pose réellement dans la société. Mais c'est avec conviction que je réaffirme ici que nous ne devons pas écarter une base de réponse possible à la situation. Et l'une des bases pour arrêter les violences sexuelles, les grossesses sur les mineurs, en milieu scolaire ou en milieu d'apprentissage tout court, c'est la base juridique. Il faut qu'il y ait des lois. Quand moi, quand toi, quand quelqu'un se hasarde à coucher avec une fille de 7 ans, il y a plein. Oui. Une fille de 11 ans et l'engrosse. Et on le regarde comme ça, qu'il n'y a aucune loi. On ne punit pas. Mes amis, nous ne pouvons pas construire la société comme ça. Donc pour vous, il faut la sanction. Absolument. Et je le réitère, il faut toujours la sanction. Il faut punir Bien les sûr, gens. ce n'est pas la seule solution, mais ne cherchons pas une seule seconde à l'écarter. C'est la première d'ailleurs pour que les gens sachent que l'épée de Damoclès pèse sur leur tête. Absolument. De toute Maintenant, façon, voilà. renforcer le système éducatif. De toute façon, l'éducation oui. est la base. Quand l'individu a des valeurs positives qu'il a développées, a des principes, forcément, ça agit sur son comportement, le bon. Et il serait à l'abri d'un certain nombre de faits. Donc, les grossesses, la liberté aussi, c'est le respect des lois, comme vous le dites. Absolument. Si les gens se conforment aux normes, si les gens se conforment aux règles, ils sont libres. Ils ne sont plus sous le coup de la loi. Donc, incarnons les bonnes valeurs qu'on nous inculque. C'est ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui. On punit et ensuite, il faut donc quelque part éduquer, sensibiliser, conscientiser les gens. Voilà le message sur lequel nous allons finir cette première partie de cette émission, parce que nous allons revenir. Il y a tellement de choses à dire, tellement d'exemples à donner pour que nous puissions nous réveiller, parce que c'est un problème qui nous concerne tous. Monsieur Msoupé l'a dit, évitons que demain, nos enfants prennent le dessus. Ce sont nos partenaires. Il ne faut pas qu'il y ait plutôt conflit. Merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons donc très prochainement pour aborder à nouveau le sujet. SOS Docteur TV, votre santé reste notre priorité. Merci, à très bientôt.